Bonjour à toutes, bonjour à tous, en route sur les chemins de la philosophie. Tendons l'oreille ce matin au bavardage, aux mots qu'on dit sans y penser, aux anecdotes, aux faits divers, aux ragots, aux on dit. Commençons par exemple par ouvrir le journal, mais avec John Lennon s'il vous plaît. On ouvre le journal en compagnie de John Lennon et en votre compagnie, Françoise Dastour. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur honoraire de philosophie et présidente honoraire de l'école française de Dasein-Analyse, dont vous êtes l'un des membres fondateurs. Auteur de plusieurs ouvrages sur Heidegger, Heidegger et la question du temps, au PUF, Heidegger et la pensée à venir, chez Vrin. Et vous venez aujourd'hui nous apprendre que l'auteur d'Être et temps, paru en 1927, qui s'indigne de l'oubli de l'être dans la métaphysique, qui forge un terme nouveau pour penser la spécificité de l'homme, c'est ce qui s'appelle le Dasein, l'être là, on en a parlé lundi dernier, qui se caractérise par la possibilité de s'interroger sur lui-même, par la conscience qu'il a de sa propre mort. Heidegger qui forge des mots nouveaux et souvent difficiles à comprendre pour les lecteurs, qui se propose en clair de réinventer le langage et la méthode de la philosophie, est aussi un auteur qui a quelque chose à dire sur le bavardage, sur le on-dit, et que ce qu'il a à en dire est loin d'être secondaire dans sa pensée. Oui, en effet, et ce qui est le plus frappant quand on ouvre Être et temps, et en particulier la première partie, on s'aperçoit que Heidegger s'intéresse uniquement à la vie quotidienne, à l'existence quotidienne des hommes, et c'est de là qu'il faut partir parce que nous avons l'habitude, depuis Platon, et même avant avec les présocratiques, de voir que les philosophes veulent s'élever au-dessus du commun des mortels, du langage ordinaire, de la vie ordinaire des hommes. C'est ça la philosophie, celui qui aime le savoir et qui veut sortir en quelque sorte de l'ordinaire. Et on trouve évidemment une illustration extraordinaire de cela dans le mythe de la caverne de Platon, où les hommes ordinaires sont attachés, ils sont incapables de bouger, ils sont dans ce que Platon appelle la doxa, c'est-à-dire la croyance et l'illusion, l'apparence, alors que le philosophe, lui, c'est celui qui sort et qui va voir le soleil, la lumière en face. Mais qui redescend ensuite. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Platon, il a tout dit là. C'est que c'est quand même à partir et dans la caverne qu'on peut philosopher, parce qu'on n'a fait que jeter un regard au dehors, mais on reste dans cette situation de captivité. Et en cela, Heidegger est assez proche justement de Platon, parce que il nous dit constamment que la vie quotidienne, nous ne devons pas, en quelque sorte, la minorer, mais que c'est toujours un phénomène positif, on part toujours de cela, et on y revient toujours, on n'en sort jamais, parce que le quotidien, le chaque jour, eh bien c'est ça qui fait la trame finalement de l'existence humaine, et je voudrais dire que Dasein, c'est un mot qui veut dire existence, puisque Dasein, c'est le mot par lequel Kant, qui était le premier philosophe à écrire en allemand, et non plus en latin, a traduit existentia. Donc moi je parle toujours de l'existant, vous voyez, c'est ça l'homme, celui qui est capable de sortir d'une certaine manière, de s'ouvrir en quelque sorte au monde. Mais cette ouverture, eh bien, elle est, je dirais, d'abord une ouverture moyenne, parce que c'est toujours le mot qu'Heidegger va utiliser pour parler de la quotidienneté. C'est une ouverture qui est une entre-ouverture, je dirais, parce que l'homme, qu'est-ce qu'il est l'homme? Eh bien, il est obligé, justement, il est préoccupé. C'est-à-dire qu'il est obligé de travailler. Il ne faut pas oublier que Heidegger, c'est le fils d'un artisan. Il n'est pas né dans la grande bourgeoisie, Heidegger cultivé. Son père était tonnelier. Il a vu son père travailler dans l'atelier. Et il sait que pour vivre, il faut travailler. Il faut subvenir à ses besoins. Et c'est cette préoccupation quotidienne qui fait que l'homme est dispersé parce qu'il est pris en quelque sorte par les choses qu'il doit faire. Et ça, Heidegger l'a très bien analysé. Il montre en particulier que le premier accès que nous avons aux choses, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais nous les voyons toujours comme des instruments, comme des outils capables de nous permettre, eh bien, justement, de survivre. Il y a quelque chose de surprenant quand on lit Être et temps, quand on lit le début, la définition du Dasein, qui est quand même assez exigeant. Il faut inscrire ce texte dans une histoire de la philosophie pour comprendre le caractère de nouveauté qu'Heidegger veut donner à son propre travail. Et puis on arrive un peu après au paragraphe 27, puis ensuite 35, 36, 37, où on a tout d'un coup, presque, cette prise en compte de la quotidienneté, de l'existence quotidienne, cette analyse du on-dit, de la curiosité, de l'équivoque, comme si
tout d'un coup, Heidegger voulait intégrer dans sa réflexion pas simplement des propos concernant la métaphysique et la définition de l'homme qu'il propose, celle du Dasein, mais la vie telle que nous la menons. Et ce qu'il y a de très intéressant, Françoise Dassour, vous dites que s'il y a une positivité de la quotidienneté chez Heidegger, mais que c'est d'abord la première approche, c'est que la vie quotidienne est qualifiée d'inauthentique. Il parle de dévalement du Dasein, presque de déchéance du Dasein dans la vie quotidienne, comme s'il la disqualifiait. Il s'en explique. Hein. D'abord, on a un livre, il faudrait peut-être le citer, le livre d'Adorno, le jargon qu'on a traduit par jargon de l'authenticité, où Adorno, d'une certaine manière, fustige, disons, cette distinction que Heidegger fait entre authenticité et inauthenticité, mais il n'a pas bien lu quand même, Adorno. D'ailleurs, la vie authentique, c'est la vie, c'est celle du Dasein qui voit la mort bien en face. Oui, mais authentique, c'est déjà une mauvaise traduction, n'est-ce pas? Parce que Heidegger utilise un mot qui veut dire propre. On a un autre mot en allemand pour dire authentique, c'est Echtheit, alors que Heidegger utilise le mot Eigentlichkeit. Donc, il faudrait plutôt parler de ce qu'est le Dasein en propre et de ce qu'il est de manière impropre. Et l'impropriété du Dasein, Heidegger ne cesse de nous dire que c'est un phénomène positif. Alors, vous voyez, Adorno, d'ailleurs Adorno dans son livre critiquait non seulement Heidegger mais aussi Jaspers, il n'a pas bien lu. Hein. Le grand problème avec Heidegger, c'est qu'il y a beaucoup de on-dit justement sur sa philosophie et que le lire, ça demande un travail énorme parce que c'est un philosophe effectivement qui s'inscrit dans une tradition et quand on le lit, on s'aperçoit que les choses sont moins simples. Alors on va le lire ensemble, Françoise Dassour, aujourd'hui. Le monde ambiant immédiat intègre chaque fois déjà en lui le monde ambiant du domaine public, qui est utilisable et qui préoccupe collectivement. Dans l'usage des moyens publics de transport en commun et dans le recours à des organes d'information, journal, chaque autre équivaut l'autre. Cet être en compagnie fond complètement le Dasein qui m'est propre dans le genre d'être des autres, à tel point que les autres s'effacent à force d'être indifférenciés et anodins. C'est ainsi, sans attirer l'attention, que le « on » étend imperceptiblement la dictature qui porte sa marque. Nous nous réjouissons et nous nous amusons comme on se réjouit. Nous lisons, voyons et jugeons en matière de littérature et d'art comme on voit et juge. Mais nous nous retirons aussi de la grande masse comme on s'en retire. Nous trouvons révoltant ce que l'on trouve révoltant. Le « on » qui n'est rien de déterminé et que tous sont, encore que pas à titre de somme, prescrit le genre d'être à la quotidienneté. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et ce texte sur la dictature du « on », c'est le philosophe Heidegger qui l'a écrit dans Être et temps au paragraphe 27, Françoise Dassour. Alors quand le « on » est introduit, déjà, c'est un plaisir pour le lecteur d'avoir des textes, des lignes qui prennent en compte ce « on » qu'on utilise tous, là je viens de le faire, sans jamais y penser. Et Heidegger pointe ça, il dit mais voilà, on passe son temps à dire « on », mais quand on dit « on », il n'y a plus d'autre, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus personne. Voilà pourquoi c'est une dictature. Oui, et c'est vrai que ces textes sont des analyses phénoménologiques des expériences concrètes que nous faisons, tout à fait extraordinaires, aussi bien sur le bavardage que sur le on, l'équivoque. Là, vraiment, Heidegger nous met au ras de l'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il met en lumière le fait que, alors ça c'est une grande idée qui est chez lui, c'est que ce que nous sommes, c'est toujours un être avec les autres. C'est-à-dire que être un Dasein, être un existant, c'est d'abord et avant tout être avec les autres, mais être avec les autres d'une manière, on pourrait dire, disons, anonyme, puisque le on, c'est justement, c'est pas, il dit, c'est le sujet de l'existence quotidienne, le on. C'est-à-dire, ça n'est personne, en quelque sorte. Ça n'est personne, c'est celui qui d'une certaine manière, va nous communiquer des idées préétablies, des
comportements préétablis, le fait qu'il s'agit toujours pour nous de regarder l'autre et de faire comme lui ou de se distinguer de l'autre, mais l'autre est toujours là d'une certaine manière. Ça, c'est ce que nous sommes dans la vie quotidienne. Et alors évidemment, il y a chez Heidegger, bien sûr, un être, disons, authentique, si vous voulez, avec l'autre, qui est la sollicitude, le fait que l'on va prendre en charge le souci de l'autre, qu'on va essayer d'une certaine manière de l'aider à s'assumer lui-même en tant qu'être propre. Mais ce qui est d'abord le plan sur lequel nous nous situons, et ça n'est pas encore une fois quelque chose de négatif, hein, c'est cette manière, donc, en quelque sorte, d'être avec les autres sans que nous soyons véritablement sans que nous soyons dans le gouvernement, si je peux dire, de notre propre existence propre. Hein. Parce que nous nous perdons. L'idée, c'est que nous sommes dispersés, perdus. Évidemment, on pense tout à fait ici à Pascal et au divertissement. Nous sommes dans la distraction par rapport à ce que nous avons en propre, qui est d'être justement un être qui existe, qui ouvre le monde, parce que nous sommes perdus dans le monde quotidien. Et il faut bien souligner que Heidegger va d'abord analyser ce qu'il appelle l'Umwelt, le monde environnant dans lequel nous nous situons, et dans lequel nous ne sommes pas véritablement nous-mêmes, mais nous sommes sur le mode du on. Et alors, oui. Peut-on, pour sortir de ce on, et deux, le faire à l'aide du langage? Suffit-il de dire « je » pour se soustraire au règne du « on » ? Ah, pas du tout. Parce que, évidemment, l'existence, elle est toujours la mienne, comme le dit Heidegger, mais c'est un distributif. C'est-à-dire que, en fait, je dis je, mais l'autre peut dire aussi je. Vous voyez ? C'est un jeu impersonnel. Non, voilà, c'est quelque chose, c'est devenir soi-même, si je peux dire, parce que Heidegger va utiliser le réflexif beaucoup plus que le je. Hein. Soi-même, prendre conscience de soi-même, cela exige effectivement tout un travail qui est celui de la pensée, et c'est ce que tous les philosophes ont dit. Hein. C'est ce qu'on trouve dans toute la philosophie. Alors dans ce cas, oui, allez-y. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que Heidegger va nous dire quelque chose que toute la philosophie qui est idéaliste par essence, hein, Platon est le premier idéaliste, c'est qu'on peut sortir de là. Et même Husserl, d'une certaine manière, nous dira la même chose. Hein. Il dira qu'il faut mettre entre parenthèses le moi empirique et le moi empirique pour s'élever au sujet transcendantal. Pour Heidegger, les choses sont très différentes. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est qu'il va nous dire qu'on ne s'en sort jamais. On ne sort jamais véritablement de la quotidienneté. Elle est toujours là. Si on en sort, alors on en sortira par ce qu'il appelle la résolution, mais il s'agit d'une résolution dont il dira qu'elle est instantanée. C'est-à-dire que c'est dans l'instant que je peux me décider pour ce que je suis en propre. C'est dans l'instant que je prends conscience que je suis mortel, que je vais mourir, parce que c'est évidemment cela qui est, pour Heidegger, l'être en propre. Hein. Je suis en propre un mortel et j'oublie ma mortalité dans le monde quotidien. Mais en réalité, la plupart du temps, je l'oublie. Et comment la vie humaine serait-elle possible si on ne l'oubliait pas? Moi, j'ai écrit un livre sur la mort où j'ai essayé d'expliquer précisément tout cela. Il est nécessaire cette inauthenticité qui consiste à oublier qu'on est mortel, eh bien, elle est, si je peux dire, requise. Alors voilà, mais où est sa nécessité, où est sa positivité? Vous dites c'est positif chez Heidegger, cette vie quotidienne. Ah oui, il le dit lui-même. Mais de quelle façon est-ce que c'est positif? C'est positif parce que on ne peut pas le mettre à l'écart et dire que l'on va, en quelque sorte, s'en passer complètement. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire que c'est positif, ça veut dire que c'est nécessaire. Oui, mais ça veut dire, quand il dit positif, ça veut dire que c'est un phénomène dont on part. C'est de là qu'on part et c'est de là que l'on peut, d'une certaine manière, alors c'est pourquoi le mot déchéance, verfallen, Heidegger nous dit que c'est pas une chute, parce que faut pas imaginer que nous serions un être qui chuterait par moment dans le divertissement. C'est là où il y a peut-être une différence avec Pascal. Nous ne chutons pas dans le divertissement, mais nous sommes divertis et dispersés d'une certaine manière par nature. Et c'est comme si, d'une certaine manière, notre existence était relâchée. Alors c'est l'idée d'un relâchement, vous voyez, ce qu'on traduit par déchéance, c'est l'idée d'un relâchement. Mais ce relâchement, il est nécessaire pour survivre, d'une certaine manière, pour vivre. Et la philosophie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce serait une vie en tension, vous voyez, ce serait une vie qui serait plus tendue,
ou une existence, parce que le mot vie, Heidegger ne l'aime pas, il préfère le mot existence. C'est une existence en tension, mais qui, et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette interprétation que Eugen Fink, qui a été à la fois l'assistant de Husserl et l'auditeur de Heidegger, donnait du mythe de la caverne. Il disait, le philosophe redescend pas dans la caverne seulement pour aider les autres, mais parce qu'il en est jamais sorti, parce qu'il a jeté un regard au dehors, mais il est jamais sorti véritablement de la doxa, de l'opinion, de l'illusion, de la croyance. Et vous voyez que c'est intéressant de dire cela parce que cela met l'accent sur le fait que la vie humaine, elle a deux niveaux en quelque sorte. Elle a un double niveau et que ce double niveau, eh bien, nous naviguons du niveau où nous sommes impropres, nous sommes dans l'impropriété, nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Nous naviguons de là à un niveau où nous prenons conscience de ce que nous sommes en propre, mais cette navigation, elle ne cesse jamais pour Heidegger. Mais Heidegger pense-t-il vraiment que ces deux niveaux de l'existence que vous décrivez, Françoise Dastour, sont, absolument distincts l'un de l'autre? En clair, est-ce que l'existence quotidienne, avec son lot de on-dit, de bavardage, de lecture de journaux et de commentaires de l'actualité, n'est pas toujours aussi une manière de dissoudre la conscience que nous avons de mourir, mais de manière consciente. C'est-à-dire, personne n'oublie vraiment qu'il va mourir. S'il n'y a pas d'un côté, regarder la mort bien en face, dans un instant, dans un éclair de lumière qui me rend sage, et de l'autre, tout oublier, me vautrer dans le divertissement. Est-ce que chacun d'entre nous, tout existant que nous sommes, eh bien, est-ce qu'on ne sait pas en permanence quand même qu'on va mourir? Bien sûr. Bien sûr, et c'est pourquoi nous sommes des Dasein, c'est-à-dire des existants. C'est que cette conscience sourde, elle est toujours là, et que nous essayons effectivement, en quelque sorte, un peu de l'étouffer. C'est d'où alors le divertissement pascalien qui devient là véritablement l'inspiration de Heidegger, qui a lu Pascal, bien sûr. Mais vous me disiez, est-ce qu'il y a une différence? Oui, Heidegger dit qu'il y a un abîme, d'une certaine manière, entre l'existence quotidienne et puis l'existence résolue, ce qu'il appellera l'existence résolue. Il y a un abîme qui s'installe. Il y a un saut, d'une certaine manière. Là, je pensais à Kierkegaard, justement. C'est ça, Kierkegaard, qui pense le passage de la vie esthétique et la vie éthique avec un saut, un choix. Je choisis de vivre ainsi. Le saut est là, n'est-ce pas? Et Heidegger le revendique. Mais ce qui est intéressant, c'est que il ne va pas, si je peux dire, jeter aux orties la vie quotidienne, voyez. Et c'est intéressant parce que on voit qu'il est pas véritablement un philosophe idéaliste. Et aujourd'hui, où la philosophie s'intéresse beaucoup au réalisme, on retrouve des tas d'analyses du langage ordinaire, de la vie quotidienne, et c'est Heidegger, d'une certaine manière, qui, le premier, a fait ces analyses et a montré en quoi consistait la vie quotidienne et le bavardage. Sitôt mise en liberté, la curiosité se préoccupe de voir, non pour entendre ce qu'elle aura vu, c'est-à-dire pour parvenir à être avec lui dans un rapport où son être soit engagé, mais uniquement pour voir. Elle ne cherche la nouveauté que pour se jeter d'autant mieux d'une nouveauté à l'autre. Ce n'est pas pour saisir et pour, en vertu de ce savoir, être dans le vrai. Il ne s'agit pas de cela pour ce souci de voir, mais des possibilités de s'abandonner au monde. C'est pourquoi la curiosité se caractérise par une instabilité spécifique à l'égard de ce qu'elle a à proximité. C'est pourquoi aussi le loisir où l'on s'arrête pour contempler ne la tente pas. Ce qu'elle cherche, c'est l'agitation et l'excitation que procure le toujours nouveau et sa rencontre renouvelée. Dans son instabilité, la curiosité se préoccupe de la possibilité permanente de la dispersion. Les deux moments constitutifs de la curiosité que sont l'instabilité et la dispersion en découle le troisième caractère essentiel, celui que nous appelons la bougeotte. La curiosité est partout et nulle part, et ce mode de l'être au monde relève un nouveau genre d'être du design quotidien dans lequel il se déracine continuellement.
cette histoire avec Manuel Valls, ce jeune breton lui a mis une tarte ou pas? Oui, bien sûr. Ah donc il lui a mis une tarte? Oui, mais il a mis une torgnole, oui. Donc on peut dire que pour lui l'objectif est atteint. Ah, tatin, la tarte, une tarte tatin. Mais c'est fou comme tu les trouves. Mais d'ailleurs, tu sais comment on fait une bonne tarte tatin? Et non, oui, non. Tu prends ta tarte, tu la mets au four et puis t'attends. Et puis t'attends. T'attends. Non. Mais si, t'attends. Non. Ah non, je suis confuse, non? Alors après avoir lu Heidegger, chers auditeurs, vous n'entendrez plus jamais Catherine et Liliane comme avant. Alors ce sont les stars du bavardage, Françoise Dastour, Catherine et Liliane, qui commentent, qui sont dans la curiosité, le texte que je viens de lire, dans l'instabilité propre à la curiosité, et qui expriment à merveille la manière qu'a le langage, à la fois de nous consoler, de nous divertir, de nous donner l'impression de produire du sens, quand en fait nous ne faisons que combler un vide abyssal qui est celui de la mort que nous n'osons regarder en face. Oui, tout à fait. Le bavardage, Heidegger y consacre effectivement un paragraphe, encore une fois, plein d'analyses concrètes, comme celui qu'il consacre à la curiosité. La curiosité, c'est le voyeur, enfin, c'est celui qui effectivement se contente de voir sans comprendre, ne veut pas comprendre. Et le bavard, c'est celui aussi qui renonce à une compréhension du fond des choses. Alors, c'est intéressant de voir que le bavardage, effectivement, on en a eu là une espèce de caricature, mais le bavardage, c'est le on-dit, le mot allemand. C'est ça, alors il y a deux traductions possibles, bavardage ou on-dit, selon les textes. C'est parce que Gerede en allemand, ce serait le discours rassemblé sur lui-même, qui donc n'a plus de rapport à la chose qu'il dit, vous voyez. C'est ce qu'on répète, c'est le racontard, le on-dit, voilà, le on-dit, effectivement. Et c'est un usage de la langue ordinaire à laquelle nous sommes tous soumis parce que on nous dit des choses, nous les répétons, nous en restons au niveau des mots. Il est intéressant de rappeler que Husserl, le fondateur de la phénoménologie, disait qu'il faut retourner aux choses elles-mêmes et ne pas rester au niveau des simples mots. Vous voyez, cette belle définition de la philosophie qui consistait à dire « qu'est-ce que je dis ?» véritablement, qu'est-ce que je désigne par un mot? Dans le bavardage, on ne se le demande plus, parce que les mots deviennent des signaux. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la communication. Mais justement, si j'avais mauvais esprit, Françoise Dastour, je vous dirais, mais est-ce qu'on peut pas faire ce reproche de bavardage ou de mots qui tournent à vide au texte, vous parliez de Husserl ou même de Heidegger, quand on est déconcerté face à une langue qu'on ne comprend pas, on a l'impression que c'est du bavardage, ce sont des mots qui se succèdent. Husserl dit il faut retourner aux choses elles-mêmes, mais son texte est très exigeant, encore plus presque que celui qu'Heidegger, et on se dit mais ce ne sont que des mots, ce qu'il désigne par ces mots. Je ne le comprends pas, je ne le vois pas, donc pour moi c'est du bavardage. Oui, mais il y a aussi chez Husserl des analyses très précises. Et puis il y a le dernier Husserl qui revient au monde de la vie et qui, parce que lui aussi, Husserl, c'est un idéaliste, il a voulu se situer au niveau transcendantal. Mais dans sa dernière philosophie, il revient au monde de la vie et il décrit ce qu'il appelle le monde de la vie, c'est le monde de la quotidienneté. Et on a là des analyses quand même, bien sûr. Ces philosophes sont difficiles à lire, évidemment, parce que il s'insère dans toute une tradition, et dans toute une terminologie philosophique et de longue provenance. Mais en même temps, nous trouvons dans ces textes phénoménologiques, qui sont ceux de Husserl et de Heidegger, des analyses concrètes absolument remarquables. Et pour revenir au bavardage, Heidegger nous dit là encore que c'est un phénomène positif, voyez. C'est pas seulement pourquoi il est-il? Parce qu'il nous dit c'est comme ça que nous apprenons le langage. Quand on apprend le langage, nous n'allons pas directement aux choses, parce que les mots nous sont dits par notre entourage. Et donc, une grande connaissance du langage. Le langage, c'est quelque chose que nous n'inventons pas, n'est-ce pas? Nous le recevons. Nous recevons un idiome, ou plusieurs, quand on est bilingue ou trilingue. Nous recevons un idiome de nos parents, des gens de l'entourage, et nous l'utilisons sans véritablement, c'est d'ailleurs un miracle que nous comprenions ces mots, parce que nous en avons un usage, je dirais, instrumental, vous voyez? Nous les utilisons comme des instruments, et c'est ce qui fait que bien des mots, et quand l'étymologie en plus nous est obscure, nous ne savons pas d'où ils viennent et ce qu'ils désignent véritablement à l'origine. Par exemple, le mot « on », nous ne savons pas qu'il vient d'homme.
Hein, c'est un mot qui vient d'homme. De même qu'en allemand, Mann, das Mann, le on, ça vient de Mensch et de Mann, Mann en anglais. Vous voyez, c'est des mots. Nous ne savons pas tout ça. Nous utilisons ces mots. Nous ne connaissons plus leur provenance étymologique. Nous ne savons plus comment ils ont été, si je peux dire, créés. Et nous les utilisons comme des mots de passe. Quand on commence à réfléchir sur le langage, de toute façon, on se rend compte du tour de force incroyable qu'est la communication, qu'on arrive vraiment à se faire comprendre à essayer de dire ce qu'on pense quand on réalise à quel point c'est un outil impersonnel. Nous faisons comprendre en grande partie grâce au fait que les mots sont des signaux pour nous. Et que nous n'allons pas au fond des choses. Nous ne demandons pas véritablement ce que signifie tel ou tel mot. Quand on commence à le faire, on devient philosophe. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. La philosophie serait prendre le temps de définir les termes qu'on emploie. Et puis surtout savoir à quelle expérience correspond le mot que j'utilise. D'où il est issu, qu'est-ce qu'il désigne. Et ça, évidemment, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de temps, n'est-ce pas? C'est pourquoi la philosophie, c'est un travail de très longue haleine. Et on le voit bien dans les textes de Heidegger comme dans ceux de Husserl. Alors évidemment, si on veut comprendre tout de suite, parce que c'est ce qu'on veut faire, n'est-ce pas, la plupart du temps. Eh bien non, aucun texte philosophique ne peut être compris immédiatement. Il demande toute une patience, tout un temps, et c'est pourquoi il peut nous apparaître lui aussi comme un bavardage incompréhensible. Exactement, et c'est pourquoi aussi maintenant on s'entend dire on à chaque fois. C'est pourquoi aussi on peut s'interroger sur la possibilité pour la philosophie et le philosophe, et donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui Heidegger dans ce texte, de parler du monde, de philosopher sans se détourner du monde. Est-ce que dans la mesure où la philosophie impose un rapport non immédiat au langage, de fait de creuser cette possibilité de dire ce qui est, est-ce qu'il n'y a pas toujours quand même un moment où celui qui s'empare de cette pensée philosophique, de ce discours philosophique, tourne le dos à l'expérience? J'entends bien que le but est de dire ce qui est, et que le philosophe chez Platon, même lui, doit retourner dans la caverne. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment où il faut tourner le dos à l'existence quotidienne pour le faire, pour écrire? Parce que l'existence quotidienne, alors là encore, il faut dire quelque chose d'important. C'est une manière d'être dans la familiarité avec les choses. Et c'est ce qui nous rassure. Parce que cette familiarité, c'est ce qui nous donne un foyer, ce qui nous donne même une patrie. Le mot Heimat en allemand, on le traduit par patrie, mais c'est pas bon, c'est le foyer. C'est là où je me sens chez moi. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons, nous sentir chez nous. En réalité, Heidegger nous dit quelque chose de très très dérangeant. C'est que l'homme, c'est quelqu'un qui est seul au monde, qui est en réalité l'être humain. Il se rassure en se donnant une Heimat, un foyer, un lieu natal, mais en réalité, c'est un fou d'une certaine manière, parce que c'est important de rappeler que le mot Mensch, c'est un mot qui dit l'homme, c'est pas la même étymologie qu'en latin. Le mot Mensch, le mot Mann, c'est une étymologie qui renvoie aux langues indo-européennes et en particulier au sanskrit, à l'idée d'esprit, mais aussi à l'idée de folie. Mania, chez Platon, ça vient de là, n'est-ce pas? Et donc l'homme, c'est un être qui n'est... C'est pourquoi Heidegger fera une grande différence entre l'homme et l'animal, parce que l'animal, il reste dans la familiarité. L'homme, lui, il est apatride, d'une certaine manière. Heidegger le dit explicitement. C'est un exilé. Il fait l'expérience dans l'angoisse, qui est alors la porte de ce qu'on a appelé l'authenticité. C'est par l'angoisse de la mort, l'angoisse que je prends conscience de ce que je suis vraiment en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, ma patrie, c'est le non chez soi. Voilà. Je fais l'expérience de l'Unheimlichkeit, un mot, l'inquiétante étrangeté. On a traduit comme ça chez Freud, n'est-ce pas? Je fais l'expérience de ça. Et ça, c'est la réalité, la vérité de mon être. Vous voyez, ce que nous dit Heidegger, c'est assez effrayant d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est ce qu'il faisait dire hier à mon invité Bruno Pinchard, qu'il y avait un côté déshumanisant dans cette pensée de l'homme par Heidegger. Et c'est le véritable, vous savez, je rapproche ça pour revenir à la lettre sur l'humanisme. Heidegger nous dit que l'homme devrait être le berger de l'être. Donc lettre sur l'humanisme écrite 20 ans après être étant, dans laquelle il revient. Reprend, voilà. Ouais. Et cette idée, elle est très intéressante parce que à mon avis, elle devrait trouver des échos très très forts aujourd'hui. Oui.
qu'est-ce qu'il doit faire? L'homme, il s'est détaché de la nature. Nous le savons bien. Hein. Moi, je dirais que c'est un animal dégénéré. C'est pas ce que Heidegger dit, mais il s'est détaché de la nature par ses techniques. Hein. Le mythe de Prométhée nous l'apprend, n'est-ce pas? Il a fallu l'intervention d'un titan pour que l'homme qui était nu puisse se tirer d'affaire dans la vie par la technique, n'est-ce pas? Il s'est détaché de la nature. Et puis aujourd'hui, on sait ce qu'il a fait de la nature. Hein. Il la ruine. Littéralement, on le voit, ça s'étend sur toute la planète. Et dire que l'homme, c'est le berger de l'être, ça veut dire que l'homme devrait avoir comme mission de sauvegarder, d'une certaine manière, hein, l'ensemble de ce qui est. Voyez. Sauf qu'Heidegger distingue le mode d'être de l'homme du mode d'être des animaux et de la nature. Ah, tout à fait. Mais c'est ce qu'on peut lui reprocher, dire qu'il y a comme une suprématie. Il y a une lecture d'Heidegger qui consiste à dire que l'homme domine, l'être de l'homme domine les autres modes d'être. Et du coup, une absence de pensée de l'écologie, c'est ce que disait hier Bruno Pinchard, si je l'ai bien compris. Oui, je suis pas du tout d'accord parce que dans cette citation de l'aide sur l'humanisme, Heidegger dit explicitement l'homme n'est pas le maître de l'étang, il est le berger de l'être. Il n'est pas le maître de l'étang. Le maître de l'étang, c'est l'homme technique. C'est celui qui veut, d'une certaine manière, en quelque sorte, faire servir à ses propres intérêts l'ensemble de la nature. Heidegger dit il est le berger de l'être, c'est-à-dire il devrait sauvegarder précisément l'ensemble de ce qui est. Et donc c'est là où moi je vois au contraire une très grande résonance entre ce que dit Heidegger de l'homme, hein, parce que c'est pour lui le véritable humanisme, c'est cela, n'est-ce pas? Il n'est pas contre l'humanisme, il dit que l'humanisme classique ne pense pas véritablement ce que doit être l'homme. Et l'homme, dans la mesure où il est cet être qui s'est détaché de la nature, eh bien, sa vocation ne peut être que de la sauvegarder et non pas de l'utiliser à son profit. Donc il y a des textes d'Heidegger sur la nature comme environnement dont il faudrait prendre soin. Oui, il y a beaucoup de textes sur la nature. L'écologie. Dans le second Heidegger, bien sûr, dans Être et temps, on ne le trouve pas. Il ne faut pas oublier que dans Être et temps, Heidegger ne nous parle que de l'Umwelt quotidien. Il nous parle du monde environnant. Mais c'est après, dans les années 30 et surtout bien après, qu'il va nous livrer des textes qui sont des textes véritablement qui prendront en compte, en particulier à travers la lecture des présocratiques, dont on sait qu'ils sont tous des penseurs de la nature. Physis, c'est le mot essentiel pour les présocratiques. Il prendra en charge précisément cette vocation qui devrait être celle de l'homme, hein, d'être le berger ou le gardien. Gardien, il parle aussi ce langage de la garde de tout ce qui est. Si on en revient, on en reste à Être et temps et cette prise en compte de l'existence quotidienne et du règne, la dictature du on, une des questions qui se pose, c'est celle de savoir comment cette ouverture aux autres qui caractérise le Dasein peut vraiment avoir lieu dès lors que l'autre n'est plus autre dans le on-dit, nous dit Heidegger, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'autre, alors comment est-ce qu'on peut vraiment être ouvert aux autres? Est-ce qu'il y a quelque chose comme une relation d'amitié qui est possible? Écoutez ce témoignage de Roger Kempf, écrivain, philosophe germaniste, qui a bien connu Heidegger, et voici ce qu'il décrit, ce qu'il dit de Heidegger quant à son rapport à l'amitié. J'allais assez régulièrement travailler à Fribourg, chez Heidegger, à l'époque où je traduisais Kant. C'est Jean Beaufret qui m'avait présenté Heidegger. Et puis, nous y passions de temps en temps un week-end. Et alors, un après-midi, nous venions prendre le thé. Madame Heidegger avait expédié son mari dans son bureau pour débarrasser la table. Et puis Heidegger sort de sa bibliothèque un dialogue de Platon, je crois que c'était le Théétète, c'est plus très bien. Et à peine a-t-il commencé de lire le texte grec, bien sûr, que Beaufret l'interrompt. Et je dois vous dire que Beaufret m'avait demandé d'apporter à Heidegger 2 romans français. Et je lui avais apporté Splendeur et misère des courtisanes et Les caves du Vatican. Et je lui avais un peu parlé de Gide, que j'avais connu et qui avait été très amical à mon égard. Et puis je l'avais dit à Heidegger. Et alors, on parle de l'amitié. Et Beaufret cite ce fameux chapitre des Essais de Montaigne. Cet échec de Montaigne à définir l'amitié. Et pourtant, dit Heidegger, vous avez entendu Kempf, ça n'est pas si difficile, l'amitié. Alors c'est quoi, demande Beaufret? Eh bien, répond Heidegger, ce n'est pas le sacrifice de ses biens, de son argent, ni de quoi que ce soit d'autre,
c'est le don de son temps. D'un Heidegger à l'autre, Françoise Dastour, on vient d'entendre Roger Kempf décrivant ce que Heidegger dit de l'amitié. On va entendre désormais George Steiner, qui parle de Heidegger en des termes bien différents que nous nous devons de commenter maintenant. Le cas de Heidegger a été admirablement résumé par une note anonyme, et pas très connue, dans les dossiers de la Gestapo de 1933. Il devient recteur, il porte la croix gammée, et la Gestapo décide de vous y voir d'un peu plus près. Et la note est la suivante: Martin Heidegger est un privat-nazi, un nazi à titre privé, il est totalement inutilisable. Heureusement encore. C'est une analyse très, très perspicace. Dans toute l'œuvre, vous ne trouverez pas une syllabe raciste biologique. Il s'en fichait de la biologie, il n'y comprenait rien, et ça lui semblait d'aucun intérêt. Entre ses doctorants, quasiment tous étaient juifs et illustrissimes. Marcuse, Karl Löwit, Hannah Arendt, et la liste continue et continue. J'ai une sorte d'horreur quand je vois cet homme que même s'il n'y avait pas eu le nazisme, il aurait trouvé moyen de le suggérer, de l'inventer dans un certain sens, par sa passion pour l'enracinement dans le sol agraire, par son sens de l'inhumain, c'est-à-dire que l'homme est en transit sur cette terre, que l'homme est un phénomène probablement passager, que l'être, ce qu'il appelle l'être, peut-être le langage est plus ancien, beaucoup plus important que l'homme est tout simplement le médium de certaines autres vérités et d'autres forces. Ce qui condamne Heidegger, c'est l'humanisme. Le grec met le alpha, trait d'union, humanisme. Ça ne veut pas dire humanisme, ça veut dire absence. Absence d'humanisme. Absence, le vide, le degré zéro de la présence de l'homme. Alors Françoise Dastour, nous devons d'ouvrir ce dossier. Pour rappel, Heidegger avait sa carte au Parti national-socialiste allemand, le parti nazi, jusqu'en 1944. La publication l'an dernier une partie des cahiers noirs de Heidegger en allemand, puis la traduction française d'une partie de ces cahiers, a ravivé la polémique quant à son antisémitisme et son engagement nazi, puisqu'on trouve 12 ou 13, je crois, propos explicitement antisémites dans ces textes-là, ce qui conduit certains philosophes et commentateurs contemporains à proscrire totalement l'étude même, enfin pas l'étude justement, mais le fait de pouvoir adhérer ou aller dans le sens de l'engagement philosophique de Heidegger. Vous faites partie de ceux qui, au contraire, justifient, disent non, il faut faire la part des choses, n'est-ce pas? Une chose est de reconnaître son antisémitisme, son engagement nazi, une autre est de le considérer comme philosophe. Là, c'est moi qui le dis, vous le direz peut-être différemment, Françoise Dastour, mais j'aimerais vous entendre sur cette question. Oui, je voudrais revenir quand même très brièvement sur le texte de Kempf, que oui, je le ne témoignage connaissais de pas, Kempf. parce que donner son temps, c'est effectivement cela, la véritable sollicitude. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pensée de l'autre chez Heidegger. Donner son temps, c'est ce que l'on peut donner à l'autre pour lui permettre d'être lui-même et pas pour le remplacer dans telle ou telle tâche. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenu un membre fondateur de l'école de Daseinsanalyse, parce que c'est ce qu'essayent de faire les thérapeutes qui travaillent dans cette direction, donner du temps, donner énormément de temps à leurs patients pour leur permettre par eux-mêmes de résoudre leurs problèmes et de ne pas les résoudre à leur place, ce qui est parfois, trop souvent, ce qu'on essaye de faire dans des thérapies, disons, plus classiques. Alors ça me paraît très intéressant. Alors pour revenir maintenant à la question et à ce que vient de dire Steiner, il a dit beaucoup de choses et son contraire. La chose importante, effectivement, c'est que Heidegger refuse absolument une interprétation biologiste de l'homme, à tel point qu'il va nous dire que la quotidienneté dont nous avons parlé, c'est pas du tout le mode de vie primitif, et que dans les sociétés qu'on appelait à l'époque primitives et qu'on appelle aujourd'hui archaïques, il y a une quotidienneté, et puis il y a des gens qui sont capables de sortir aussi de la quotidienneté. Donc le fait le bavardage, la curiosité, l'équivoque, ce n'est pas le bas niveau des gens incultes, vous voyez, pas du tout, hein. C'est le niveau de
tous les hommes, qu'ils vivent ou non dans une civilisation dite Ce que vous dites, c'est qu'ils ne pensent pas à une sophistiquée. spécificité biologique de l'antisémitisme, ça c'est vrai, mais sans que Non, ce soit ils pensent pas, biologique, il y a quand même. Que faites-vous de ces propos résolument antisémites? Alors, ce sont des propos qui sont critiques, évidemment, à l'égard des Juifs. On en a trouvé 12, mais on en trouve aussi un, et c'est là où la question est vraiment très difficile, encore une fois, simplifier tout cela, ce serait se confier au on-dit, aux racontars, aux rumeurs, ce serait regarder les choses de l'extérieur. Essayons de les regarder de l'intérieur, c'est très compliqué. Heidegger a été hitlérien, enthousiaste pendant 3 ou 4 ans au moins. Il nous dit qu'en 1934, il est sorti du rectorat après la nuit des longs couteaux et l'extermination des SA, mais il est quand même resté encore persuadé que Hitler était le grand homme de l'époque. Il n'était pas le seul, vous savez. Gertrude Stein mais ce qui ne change rien à l'affaire, là, c'est Heidegger. Ça ne change rien, oui, mais il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Je cite une simple chose. Gertrude Stein a voulu proposer en 1936 Hitler au prix Nobel de la paix. Vous voyez, donc il n'était pas le seul à considérer que Hitler était l'homme qui allait sauver l'Allemagne, en quelque sorte, d'une débâcle économique épouvantable. Il faut se rappeler de ce que c'était que... Alors là, on peut dire qu'il a été d'un aveuglement. Avait-il lu Mein Kampf? Probablement un peu. Est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qu'était véritablement Hitler? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la faute est totale, là, et on ne peut absolument pas l'absoudre. Il ne s'agit pas de blanchir Heidegger et de dire on pourrait dire qu'il s'est trompé de révolution. Voilà. Il est allé dans une révolution nationale. Il disait d'ailleurs qu'il s'inspirait d'un socialisme national et pas parce qu'il ne faut pas oublier que nazi, c'est national-socialisme. Mais bon, il s'est complètement planté, si je peux employer un mot. C'est une erreur qui a eu des conséquences quand même effroyables. Est-ce qu'on peut lire et traitant de la même façon quand on sait ça? Si Heidegger était mort en 1927, comment le lirait-on? C'est une bonne question. C'est une très bonne question, vous voyez. Alors pourquoi le lit-on d'une manière rétrospective? Pourquoi lit-on les événements des années 30 à partir des événements de 1942 et de 1945? Parce que nous savons comment ça s'est terminé, mais quand on les a vécus, les cahiers noirs datent des années 30. Avant, une grande partie date avant 1938, au moment où vraiment, je dirais, le monde entier a compris qui était Hitler. Mais avant, beaucoup de monde ne l'avait pas compris. Alors, je ne veux pas blanchir Heidegger, mais vous voyez, il faut tenir compte. Mais aujourd'hui, nous avons ce regard rétrospectif, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question se pose. Oui, bien sûr, mais ce regard rétrospectif, il demanderait d'abord à ce qu'on lise Heidegger, en particulier qu'on lise le 2e volume des Cahiers noirs où l'on trouve cette phrase « L'antisémitisme est condamnable et insoutenable ». Heidegger le dit lui-même, il l'écrit en toutes lettres. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En tout cas, ça n'efface pas les propos précédents qui sont antisémites, mais ça montre qu'il y a peut-être une nuance. Ces propos sont-ils... Qu'est-ce qu'on entend par antisémitisme? Encore une fois, oui, tout ça est très compliqué. Tout ça est très compliqué, on va très vite, parce qu'on est dans le on, parce qu'on est dans la rumeur, parce que les gens n'ont pas lu les textes la plupart du temps. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de blanchir Heidegger, il s'agit de voir comment son chemin, évidemment, a rencontré là un phénomène qui a été un phénomène absolument désastreux pour des millions d'hommes et pour l'ensemble de l'Europe. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire que Heidegger, on ne peut rien lui reprocher, ça n'aurait aucun sens. Mais il faut comprendre, vous savez, moi j'aime beaucoup citer, et peut-être que je pourrais terminer là-dessus, j'aime beaucoup citer cette phrase de Merleau-Ponty, qui, dans son éloge de la philosophie, c'était le discours qu'il a prononcé lorsqu'il a été élu au Collège de France, dit ceci: le philosophe boite, il marche pas droit. Pourquoi? Parce que, dit-il, il est immergé dans l'histoire. Et nous sommes tous immergés dans l'histoire. Peut-on dire aujourd'hui que la philosophie que nous pratiquons est pure de toute idéologie? Peut-on le dire? Heidegger était persuadé, comme Husserl, pendant très longtemps, que la philosophie était pure par rapport aux idéologies, par rapport à ce qu'on appelait à l'époque les visions du monde. C'est peut-être là le vrai danger d'ailleurs, de penser que la philosophie puisse jamais être pure. Et voilà. Et Heidegger en est venu à penser que c'était pas possible d'une certaine manière. Et son exemple le montre.
Hein. Alors une dernière chose, moi je lis Heidegger et surtout le second Heidegger qui effectivement n'a jamais voulu revenir sur son engagement, n'a jamais voulu demander pardon, n'a jamais voulu, il y a eu l'interview du Spiegel effectivement, mais qu'il a demandé à ce qu'on le publie après sa mort seulement, il n'a jamais voulu prendre position publique. Mais je pense que tous ces écrits sont une manière de encore une fois, de prendre en considération ce qu'il appelait, lui, une bêtise, Dummheit, cette bêtise qui a fait qu'il a été, pendant plusieurs années, hitlérien et membre du parti nazi. Vous pensez que ces écrits postérieurs sont une manière de répondre. Oui, absolument. C'est une réponse. Et on peut comprendre que de la part des victimes, je pense à Jean Kelevitch qui dit « je ne peux pas leur pardonner, ils ne m'ont jamais demandé pardon ». On peut comprendre que c'est insuffisant, c'est insolent de dire « bah oui, mais en fait, ils ne demandent pas, il faut le lire pour entendre le pardon ». Il y a là une décision que Heidegger a prise en 1934, c'est de n'être plus un personnage public. Voilà. Et cette décision, il s'est tenu à cette décision. La seule chose qu'il a faite, c'est qu'il a signé l'appel de Stockholm. C'est la seule chose qu'il a signé, l'appel de Stockholm dans les années 50, contre le réarmement nucléaire, contre la prolifération des armes nucléaires. C'est la seule position qu'il ait jamais prise à ma connaissance. Il n'a plus voulu être un personnage public. Oui, mais il a continué à publier. Oui, c'est être un personnage public. Très difficilement dans les années 30, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était l'époque où les nazis l'attaquaient, considéraient, comme Steiner l'a dit, qu'il était complètement inutile, mais même dangereux. Parce que c'était un penseur, disait-il, qui pratiquait un mode de pensée talmudique, c'est-à-dire obscurcisant. Vous voyez, donc il faut voir aussi tout cela, n'est-ce pas? Il faut regarder tous les côtés, n'est-ce pas? Et il faut, encore une fois, ne pas céder à des jugements péremptoires, parce que l'histoire, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, et la vie personnelle d'un homme est toujours plus contradictoire et difficile à comprendre. Même si, quand on parle d'histoire, on ne parle pas du nazisme comme on parle de l'histoire en général. En tout cas, ce serait une autre discussion à avoir. Et on l'aura sans doute à ce micro bientôt. Merci à vous, Françoise Dastour, en tout cas. Merci. D'être venue nous parler de Heidegger, du bavardage, de la curiosité, tous ces textes sur l'existence quotidienne que l'on trouve dans Être étant. Et ça, on l'aura bien compris, c'est une partie très importante aussi de cette réflexion sur Être étant, dans Être étant. De vous, on peut lire Heidegger et la question du temps, aux éditions PUF, Heidegger et la pensée à venir d'un Allemand. Et puis Dasein Analyse, on avait parlé rapidement. Philippe Cabestan, qui était venu lundi, en fait également partie. J'invite les auditeurs à regarder en ligne. On mettra le lien sur notre page, sur le site des Chemins de la Philosophie, pour voir ce que signifie cette Dasein Analyse. Un grand merci à vous sur France Culture, les Chemins de la Philosophie, les 10h48. Il est plus que temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comme tous les jours, pour vous 2 minutes papillon quotidienne, vous nous donnez envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Et aujourd'hui, quel est le livre dont vous avez choisi de nous parler? Eh bien, on passe à toute autre chose, Adèle, quand même. Là, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un essai philosophique. Ça n'est pas non plus un commentaire d'un grand classique. Ce n'est pas non plus un roman ou une nouvelle. On pourrait dire que c'est un récit physique et métaphysique à la fois. Et à la première personne, un récit plus précisément sur le vélo, sur la course cycliste, sur les échappées, les sprints, le pédalage en danseuse et les grimpeurs. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Alors certes, Olivier Haralambon, qui en est l'auteur, se livre ici dans Le coureur et son ombre, un exercice que l'on a déjà rencontré à propos de la course, de l'alpinisme, de la danse et même du surf, mais rarement en tout cas à propos de cette activité qu'est le cyclisme. Alors oui, on pourrait se demander qu'est-ce que le vélo a quant à lui de si métaphysique? Pourquoi le vélo devient-il lui aussi un objet philosophique, mais doit pourtant se raconter ici à la première personne? 21 étapes, 100 coureurs, 5000 km, 5 millions de primes, telles sont les grandes lignes du 34e Tour de France. Après un défilé à grand fracas à travers Paris, le départ de la première étape Paris-Lille est donné à la volée à Pierrefitte. Le Hollandais Voeren inaugure les échappées un peu avant... Mais comme devant le Tour de France, on se laisse en fait bercer par ce récit, par ses impressions recueillies au gré de ses courses, par ses souvenirs sensibles et même érotiques. Et oui, qui aurait cru d'ailleurs le cyclisme si érotique à, je cite, caresser la surface de freinage, à effleurer la pédale, à éprouver la pesanteur en équilibre sur son vélo. À la lecture de ces pages, on se doit même d'abandonner l'idée que le vélo est un objet qui doit être pensé, appréhendé avec des concepts, des arguments,
précision, dit à la troisième personne impersonnelle, car comme le dit Olivier Aralambon sur un vélo, on est un corps sans organes, on est une pure conscience, une matière uniquement faite de sensations, on est au cœur de l'expérience, on est dans l'appui fuyant ou la dérobade rassurante. Telle est donc la balade que promet ce récit, ou plutôt l'exploration d'une empreinte, d'une ombre, laissée sur un corps, celle du coureur. Le cycliste, donc à la fois corps sans organes, mais corps érotique, donc si j'ai bien compris. Exactement. Alors, sans organes, un corps érotique, juste corps érotique. Alors le titre du livre, c'est Le coureur et son ombre, c'est par Olivier Aralambon et c'est aux éditions Premier Parallèle. Merci à vous Géraldine, merci à Françoise Dastour encore avec nous en studio. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine sur Être et temps de Martin Heidegger. Demain on se demandera qu'est-ce que le monde, en compagnie de la philosophe Marlène Zarader. Pour réécouter votre chronique Géraldine ainsi que cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, on vous attend également sur nos comptes Facebook et Twitter pour vos remarques et commentaires. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Antoine Ravon qui a préparé cette émission, mais aussi Livia Garrigue, Marie Aubert cette semaine, Marianne Chassor, Nicolas Bouteloup, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Yanis Djoudad qui a été à la prise de son aujourd'hui.